Bonjour, je suis le docteur Paul Roux, je suis psychiatre au centre expert bipolaire du centre hospitalier de Versailles. Je vais vous parler dans cette conférence des déficits cognitifs qu'on peut voir parfois chez des personnes qui ont un trouble bipolaire de l'humeur. Et donc je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a obtenus sur notre base de données des centres experts bipolaires en termes de fréquence des déficits qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qui peut expliquer ces déficits et comment on peut les diagnostiquer et surtout les prendre en charge et les traiter. Bonjour à tous, merci. Donc je suis effectivement très honoré et aussi un peu impressionné de présenter mes résultats devant le professeur Goodwin. Et donc on va donc parler effectivement des déterminants cognitifs d'une dimension importante dans les troubles mentaux sévères et persistants, c'est le handicap psychique, en quoi les déterminants cognitifs, enfin la cognition peut expliquer le fonctionnement ou la qualité de vie dans les troubles mentaux sévères et persistants, et particulièrement dans les troubles bipolaires, même exclusivement là pour ce talk dans les troubles bipolaires. Donc un petit rappel, les déficits cognitifs, vous le savez, sont présents dans les épisodes aigus des troubles bipolaires, parce que tout simplement c'est déjà des critères diagnostiques des épisodes. Dans les épisodes dépressifs, on a une hypoprosaxie, donc une diminution de la capacité à penser et à se concentrer, ou une indécision. Et puis on peut aussi avoir au niveau psychomoteur une agitation, un ralentissement. Et puis dans les syndromes maniaques, un des critères diagnostiques est la distractibilité. Donc il faut savoir que les déficits cognitifs touchent la plupart des fonctions cognitives en épisode aigu d'un trouble bipolaire, dès le premier épisode d'ailleurs, et à peu près autant pour les épisodes dépressifs que pour les épisodes maniaques, et avec des tailles d'effets modérés à importants. Donc c'est vraiment une dimension en aigu qui est importante. Mais c'est aussi une dimension qui reste importante en intercritique, en période d'euthymie, parce qu'en effet, il y a à peu près les 2/3 des patients en période d'euthymie qui rapportent des plaintes cognitives subjectives, soit au niveau mnésique, des difficultés à apprendre de nouvelles informations, des oublis, soit au niveau attentionnel, des difficultés à maintenir la concentration sur du long terme, à partager son attention, ou au niveau exécutif, des difficultés à organiser et planifier des activités. Donc l'idée, c'était d'explorer un peu plus loin les performances objectives neuropsychologiques à partir des données de la cohorte FACE-BD. Et donc la première étude dont je vais vous parler consistait à créer des sous-groupes, enfin regarder des sous-groupes homogènes de patients bipolaires en termes de leur performance cognitive en fait. Donc sur un échantillon de 258 patients, ce qui est important, c'est que ces patients qui ont été inclus dans cette analyse étaient donc euthymiques, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'épisodes en cours, même des épisodes dépressifs d'intensité légère, avec des scores de dépression et de manie en dessous des cutoffs habituellement utilisés, donc 10 pour la MADRS et 10 pour la YMRS. Et donc des performances évaluées à travers d'une batterie qui évaluait 6 dimensions cognitives, avec notamment la vitesse de traitement, l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire verbale, la mémoire de travail et le raisonnement. Donc vous avez sur la table de droite une petite table qui montre que c'est en moyenne des patients qui avaient autour de 40 ans, plutôt des femmes, puisqu'on a 60% de femmes, avec un niveau éducatif, ça on l'a déjà dit aux conférences précédentes, un niveau éducatif assez élevé, parce qu'on était donc 14,4 en moyenne, ce qui fait du bac plus 2 en fait, en moyenne. Et puis donc des scores logiquement de MADRS et YMRS très faibles. Ce qui est intéressant au niveau de la répartition diagnostique, on a à peu près 55% de troubles bipolaires de type 1, contre de 30% de type 2, et à peu près 44% des personnes qui avaient un antécédent d'épisode thymique avec des caractéristiques psychotiques. Et donc la méthodologie qu'on a utilisée, c'est donc une analyse hiérarchique en cluster qui montrait en fait 4 grands groupes de patients, de patients homogènes par rapport à leur performance cognitive. Ici en rouge, un groupe de personnes, alors c'est exprimé en percentile ici, donc c'est 50% entre guillemets la norme. Et donc en rouge, vous avez à peu près, ça représente 14% de personnes qui performent globalement au-dessus de la norme.
Vous avez en violet à peu près 30% des patients qui performent en dessous de la norme à peu près dans tous les domaines. Pareil, hein, donc les hauts performeurs, c'est à peu près dans tous les domaines aussi. Et puis vous avez deux groupes intermédiaires, deux clusters intermédiaires, qui représentent les deux à peu près 30% des patients, où vous avez des fluctuations des performances autour de la norme, hein, avec quand même une dissociation intéressante ici au niveau de la mémoire verbale, parce que vous avez des performeurs intermédiaires avec un haut niveau de fonctionnement de mémoire verbale, et puis des performeurs ici avec un bas niveau de fonctionnement en mémoire verbale. Si on compare ces différents clusters sur des caractéristiques cliniques, démographiques ou fonctionnelles, une chose qui ressort pas mal, c'est qu'effectivement, il va y avoir un fonctionnement qui va être différencié entre ces différents clusters cognitifs. Et ces différences, elles viennent de, si l'on compare les patients qui ont un haut niveau de performance, à ceux qui ont un bas niveau de performance. La FAST, il faut faire attention, plus le score est élevé, plus on dysfonctionne, en fait, moins on fonctionne. Et donc effectivement, les patients qui se situent dans les hauts niveaux de fonctionnement cognitif ont un meilleur fonctionnement cognitif que ceux qui se situent dans les clusters des bas fonctionnements cognitifs. Et pareil, le cluster intermédiaire à haute mémoire verbale, il fonctionne mieux que le cluster de gens qui ont des performances basses en moyenne. On s'était ensuite intéressé au concept de déficit cognitif cliniquement significatif, c'est-à-dire que finalement, là, simplement à partir de ces analyses en cluster, on ne pouvait pas vraiment savoir si le sous-groupe de personnes qui performaient de 30%, là, qui performaient bas au niveau neuropsychologique, était vraiment atteint de déficit significatif. Et donc dans cette étude, en fait, on s'est intéressé à différents critères de définition d'un déficit cognitif à partir d'une batterie neuropsychologique. À partir de quand on détermine en binaire qu'un patient a un déficit ou a pas de déficit à l'aide d'une batterie. Donc on a testé, si vous voulez, plusieurs algorithmes, façons de déterminer si une personne avait ou pas un déficit. Donc sans rentrer dans la technique, vous avez certains algorithmes qui vont être dépendants de la façon dont on va ranger les variables dans des dimensions cognitives a priori. C'est par exemple le cas de celui-là, du CSCI ou du MSC ou du MHC, et d'autres façons qui vont être indépendantes de la façon dont on a de ranger les variables dans des dimensions cognitives a priori. Ça, c'est le cas du Global Deficit Score. Donc, c'est voilà, différents clusters, différents algorithmes de façon de classifier les personnes. Et donc, ce qu'on s'est intéressé, on a essayé de valider finalement ces algorithmes pour voir quels étaient les algorithmes les plus pertinents, celles qui avaient des propriétés psychométriques les plus intéressantes. Et donc, on a essayé de voir déjà si ces algorithmes permettaient d'identifier les mêmes personnes en fait, qui avaient un déficit cognitif. Et effectivement, on montre qu'il y a globalement trois algorithmes, le GDS, le MHC et le CSCI, qui permettent d'identifier à peu près les mêmes personnes. Donc ça, c'est le Cohen-Kappa. Et on avait déterminé que pour une convergence avec un Cohen-Kappa supérieur à 0,4, eh bien, on identifiait bien les mêmes personnes. Et donc, voilà, ça veut dire que certains algorithmes n'identifiaient pas du tout les mêmes individus. Et puis, on a également essayé de tester la validité concurrente de ces algorithmes, et notamment par rapport au fonctionnement. Donc, vous avez ici en haut le fonctionnement cognitif sur la sous-dimension cognitive de la FAST, et puis en bas un fonctionnement global avec la Global Assessment Functioning Scale. Et puis donc finalement le seul critère qui vraiment permettait de distinguer les patients avec un déficit de ceux sans déficit, c'était le GDS, le Global Deficit Score, qui était d'ailleurs un algorithme qui n'était pas qui ne dépendait pas de la façon dont on rangeait chaque variable cognitive dans une dimension cognitive a priori. Donc a priori, c'est plutôt le Global Deficit Score qui semblait le plus valide cliniquement, en tout cas en termes de fonctionnement.
Et puis enfin, on a regardé effectivement la prévalence des déficits, ça c'est une question aussi importante. Donc là, l'échantillon était plus important, il y avait 476 patients, tous euthymiques aussi. Et donc on a trouvé effectivement une grande variation dans la prévalence des déficits cognitifs en fonction des algorithmes, puisque ça allait de 4% à 67% de déficits cognitifs. Donc ça veut dire que quand vous lisez un papier sur la prévalence des déficits cognitifs dans les troubles bipolaires, il faut vraiment être très vigilant à la façon dont c'est calculé, parce que voilà, la marge est énorme. Et globalement, en tout cas, quel que soit le critère, si on comparait aux études précédentes, on avait plutôt, dans nos résultats à nous, tendance à montrer que les déficits cognitifs ils étaient un peu moins fréquents dans notre échantillon à nous que dans ceux rapportés dans la littérature auparavant, à critères équivalents. Par exemple, il y a un algorithme qui auparavant montrait à peu près 30% de déficit chez les patients bipolaires, et chez nous c'était plutôt 16%. Et donc des différences qui n'étaient pas vraiment expliquées par le taux de troubles bipolaires de type 1 par exemple, ou le taux de caractéristiques psychotiques ou d'autres caractéristiques de la population. Peut-être que le haut niveau d'études pourrait être un facteur qui pourrait expliquer, même s'il n'était pas franchement différent des études précédentes. Alors je vous rapporte là pas du tout une publication à laquelle j'ai participé, mais c'est des recommandations faites par le International Society for Bipolar Disorder, spécifiant donc qu'est-ce qu'on fait, comment on évalue, comment on cible la cognition dans les troubles bipolaires. Donc ça parle de stratégie de dépistage des déficits cognitifs. Donc globalement, les experts sont plutôt d'accord pour dire que le bilan neuropsychologique complet n'est pas recommandé en systématique, mais après un dépistage. Et ce dépistage doit se faire en période d'euthymie et au moins 3 mois après la fin d'un épisode, et doit être renouvelé tous les 5 ans. Et comment on peut faire ce dépistage? En combinant une évaluation objective qui va être réduite et une évaluation aussi des plaintes cognitives subjectives. Donc l'outil suggéré par cette task force, c'était une batterie neuropsychologique brève, la SKIP, avec un cutoff à 70, et puis aussi une auto-évaluation par les patients de leurs plaintes cognitives, avec la COBRA, c'est une échelle aussi qu'on utilise dans nos centres experts bipolaires. Et donc, quand est-ce qu'on va proposer un bilan neuropsychologique complet? Lorsque le dépistage cognitif laisse suspecter un déficit, quand on constate une détérioration cognitive qui apparaît, par exemple, quand on a un doute sur une atteinte organique comorbide, des lésions cérébrales acquises, une démence, avant de faire une remédiation cognitive, c'est toujours bien d'avoir un bilan neuropsychologique complet. Quand on a un doute sur la validité des outils de dépistage, parce qu'ils ont leurs limites, ils sont faits sur un temps très court, et donc on peut avoir des doutes parfois, ou en cas de suspicion de troubles de développement ou des apprentissages qui seraient antérieurs aux troubles bipolaires en fait. Alors que faire devant un déficit cognitif? On recherche un déficit secondaire à des comorbidités psychiatriques, notamment une dépendance à l'alcool, un déficit attentionnel. On recherche aussi des comorbidités somatiques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète, une hyperammoniémie, une hypothyroïdie ou un syndrome d'apnée du sommeil. Et enfin, des causes iatrogènes, notamment des surdosages en antipsychotiques ou en lithium ou anticonvulsivants, et aussi des prescriptions de benzodiazépines au long cours non justifiées. Et lorsque le déficit persiste une fois que toutes ces causes ont été prises en charge, ou en cas d'impossibilité de traiter les causes, par exemple un patient qui ne peut être que stabilisé sous haute dose d'antipsychotiques, c'est pas possible d'envisager par exemple de changer son traitement, eh bien on peut à ce moment-là envisager des soins de remédiation. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de médicaments validés pro-cognitifs. Alors, professeur Goodwin peut-être en dira un petit mot, des médicaments pro-cognitifs. Mais en tout cas, rien, selon moi, pour l'instant, de validé dans les troubles bipolaires. Une autre publication qu'on avait faite qui testait un petit peu l'impact, justement, de ces performances cognitives au niveau du fonctionnement. Donc sur un échantillon de 240 patients, où on avait là, au niveau méthodologique, réduit les données cognitives par des analyses en composantes principales. Et puis on a fait tout simplement une analyse de médiation par équation structurale, et on avait testé l'effet de médiation de la cognition sur le lien qui pouvait exister entre les signes dépressifs résiduels et le fonctionnement. Et on s'était posé la question, est-ce qu'il y a justement une médiation par la cognition
entre dépression résiduelle et fonctionnement. Donc je vous présente ici rapidement le modèle qu'on avait publié. Vous avez à gauche la dépression, la MADRS. Au milieu, les différents scores de composantes cognitives, en fait. Et puis à droite, vous avez le fonctionnement avec la FAST. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en bas, vous avez donc un lien significatif ici entre la dépression et le fonctionnement, alors que je vous rappelle, c'est quand même des personnes des patients qui ont un très faible, qui sont euthymiques, qui ont un très faible score de la MADRS, mais même quand on est très strict sur les critères d'euthymie, on retrouve un lien entre le fonctionnement et la dépression. Peut-être que des outils mesurent des dimensions communes, peut-être que c'est deux dimensions communes séparées mais corrélées. Vous avez aussi un lien, un impact de certaines dimensions cognitives sur le fonctionnement, pas de toutes. On retrouve la mémoire verbale là, qui semble être un élément particulièrement important dans la cognition des personnes avec un trouble bipolaire, et l'affluence verbale et l'inhibition aussi qui ont un lien significatif avec le fonctionnement. Les autres dimensions cognitives n'avaient pas de lien. Et on ne retrouve pas de lien entre la dépression et les différentes dimensions cognitives. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de médiation, si vous voulez, de la cognition entre la dépression et le fonctionnement. Et ça veut aussi dire que dans le fonctionnement, il y a deux sources de variation importantes, les signes dépressifs résiduels et la cognition. Et ça, c'est intéressant au niveau clinique, parce qu'on peut penser, par exemple, quand on essaye de lutter contre les signes dépressifs résiduels ou quand on propose des remédiations cognitives pour améliorer la cognition, cette double prise en charge pourrait avoir un effet synergique, finalement, pour améliorer le fonctionnement et le handicap psychique dans les troubles bipolaires. Je vais vous parler d'un dernier papier qui a été soumis, donc voilà, il n'est pas publié pour l'instant, pas accepté, mais en tout cas soumis, qui s'intéresse là cette fois-ci, parce que en fait toutes les données que je vous ai montrées, c'était des données transversales, à la V0 des visites dans la base FaceBD. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment explorer la direction de causalité, par exemple, entre la cognition et le fonctionnement avec des données transversales. Et donc ça, on peut le faire uniquement en utilisant les données longitudinales. L'idée, c'est de connaître la direction de la causalité entre les déficits neurocognitifs et le fonctionnement dans les troubles bipolaires. Donc il y avait 3 temps de mesure, V0, V12 mois et V24, et donc 277 patients qui étaient bipolaires, euthymiques aux 3 temps de mesure en fait. Ça c'est important. Donc ça c'est une restriction importante de l'échantillon de départ, parce qu'effectivement pour que les patients soient strictement euthymiques aux 3 temps de mesure, on perd pas mal de monde. Et globalement, on montre sur l'évolution des 3 temps de mesure qu'il va y avoir une amélioration globale de la cognition et du fonctionnement sur ces 3 temps de mesure, qui n'est pas forcément très simple à interpréter, mais en tout cas, elle est bien là. Et vous voyez, même avec des tailles d'effet qui ne sont pas ridicules, donc ça c'est la cognition, vous voyez des tailles d'effet de 0,45 pour la mémoire verbale, par exemple, d'amélioration. Ça peut être proche de certains résultats obtenus avec la remédiation cognitive, par exemple. Une autre dimension cognitive qui s'améliore pas mal, c'est la vitesse de traitement aussi. Et puis vous avez de toute façon une amélioration significative pour l'ensemble des performances cognitives. Et puis vous avez aussi une amélioration des scores dépressifs résiduels, même s'ils sont euthymiques, il y a quand même une amélioration. Et aussi sur l'ensemble des dimensions de fonctionnement de la FAST. Et vous voyez que cette amélioration, elle a lieu à la première année, en fait, c'est entre T0 et T12, que là, il y a tout qui s'améliore. Et par contre, entre T12 et T24, il n'y a plus rien qui se passe, en fait. Et donc, comment on a pu tester la direction de la causalité entre le fonctionnement et la cognition? On a utilisé la méthodologie des effets croisés décalés. En anglais, c'est cross-lagged effect. Et donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à regarder l'effet de la cognition à un temps t sur le fonctionnement à un temps t plus 1 et vice-versa du fonctionnement à un temps t sur la cognition à un temps t plus 1 en fait. Donc là c'est un design incomplet parce qu'en fait on n'a pas de bilan neuropsychologique à T12 dans les troubles bipolaires, dans notre base de données FaceBD. Et donc c'est un design incomplet, mais c'est pas grave, on peut quand même montrer qu'il y a bien un impact de la cognition sur le fonctionnement à T12, mais que par contre il n'y a pas d'impact réciproque du fonctionnement à T12 sur la cognition à V24. Donc ça va plutôt dans le sens que le déficit cognitif sans précéder le déficit fonctionnel.
Et pourquoi c'est important, hein? Parce que on a des stratégies thérapeutiques spécifiques, hein, dans les troubles bipolaires pour améliorer le fonctionnement d'un côté et la cognition de l'autre. Pour améliorer la cognition, c'est les remédiations cognitives. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de résultats encore quand même dans les troubles bipolaires de l'efficacité avec en tout cas des essais contrôlés randomisés. Il y a 4-5 essais contrôlés randomisés en cours dans le monde. Il y a un seul essai qui a publié vraiment qui a montré son efficacité, qui a été publié récemment dans Psychological Medicine. Et puis, on a par contre une remédiation fonctionnelle qui, elle, a montré son efficacité et qui cible plus spécifiquement le fonctionnement. Et d'ailleurs, les essais contrôlés montrent plutôt qu'elle est efficace sur le fonctionnement et pas trop sur la cognition en elle-même, quoi. Et donc, en sachant comme ça est-ce que c'est plutôt le déficit cognitif qui précède le déficit fonctionnel, on peut choisir aussi l'ordre des traitements. Par exemple, ces résultats, ça ne va pas forcément trop dans le sens de proposer une remédiation fonctionnelle avant une remédiation cognitive, parce qu'on n'en attend pas forcément un bénéfice sur la cognition, quoi, par exemple, tout bêtement. Voilà, bon, rapidement, il faut retenir que les troubles bipolaires, ce ne sont pas uniquement des troubles émotionnels, car ils sont associés à des déficits cognitifs. Ils touchent aussi bien les sujets jeunes que les sujets âgés, hein. Donc les troubles cognitifs dans les troubles bipolaires, ce n'est pas qu'une histoire de troubles bipolaires vieillissants, c'est ça qu'il faut retenir. Ce sont des déterminants majeurs des difficultés fonctionnelles, ils sont mal corrélés aux plaintes cognitives, et ils peuvent faire l'objet d'un ajustement thérapeutique ou d'une remédiation cognitive et ou fonctionnelle. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Guy Goodwin, je suis prof de psychiatrie à Oxford, en Angleterre. Je suis là pour commenter sur l'oration de Paul Roux. Je suis intéressé pour les problèmes de bipolaire pendant des années et spécifiquement, j'étais intéressé par les problèmes cognitifs qui est souvent limité de leurs activités, de leur ambition et de leur progression dans la vie. C'est pour ça qu'on a expliqué des données de FASPD, qui est une étude importante de ce système. Et je suis très d'accord que c'est une approche très importante et très raisonnable pour les patients qui nous soignent. Bon, bonjour. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je parle un français un peu, c'est pas exactement fluide. Alors aussi, j'ai besoin de quelques journées pour réchauffer le moteur, on peut dire. Alors, je fais mes excuses et je veux que je pose les questions et c'est que pour Paul à répondre parce que c'est beaucoup plus facile à poser des questions que les répondre, n'est-ce pas? Bon, la première question, je pense, parce que j'accepte beaucoup qu'il existe un grand problème de cognition entre les bipolaires, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme médecin? Et la question, j'ai le problème aussi que maintenant, je me pose un test de Stroop parce que je n'ai pas le temps de traduire, et c'est tout en anglais. Can we treat cognitive impairment? C'est une bonne question, je pense. Et c'est important aussi parce qu'il existe. Disclosures, which are pas très importants aujourd'hui. Et j'étais impressionné par ce diapo ici, que j'ai volé de Paul, en fait, parce que c'est une comparaison avec la schizophrénie. Et voilà, vous voyez qu'on a les healthy controls comme ça, c'est normal function. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est broken, c'est, comment on dit ça? C'est cassé. Oui. Pointé, voilà. La ligne pointée, c'est bipolaire. Ce sont les bipolaires sévères, mild, moderate, relatively intact. Et par comparaison, vous voyez les schizophrènes. Et c'est frappant qu'il existe beaucoup de similarités entre ces sous-groupes comme ça. Qu'est-ce que c'est important? C'est que la fréquence est tout à fait différente. Voilà, on voit ici que les relatively intact
sont beaucoup nombreuses chez les bipolaires que chez les schizophrènes et renversent pour les relativement sévères, les sévères. Et ça, je pense, c'est une grande question, qu'il existe peut-être un diagnostic qui traverse les domaines de DSM-5 ou ça. Et maintenant, vous savez que c'est une mode qu'après les recommandations de NIMH de faire le Domain-Based Criteria, RDoC, qui est un système pour diminuer l'importance des diagnostics spécifiques chez les patients psychiatres. Et voilà, je pose la question à Paul. Si c'est vrai à les schizophrènes, qu'est-ce que vous pensez de major depression, de borderlines, de ADHD, de toutes les conditions psychiatriques? Si l'on a les mêmes données, c'est comparable ou c'est différent? Monsieur. Merci beaucoup pour cette excellente question. Peut-être pour vous répondre, je vais vous parler d'une particularité, d'une dimension cognitive qu'on a cru longtemps spécifique à la schizophrénie, qui est celle de la cognition sociale et de la théorie de l'esprit, Theory of Mind, qui donc, alors pour le coup, au départ plutôt spécifique à l'autisme pour le coup, puis transféré à la schizophrénie dans un second temps. Donc c'est vrai que nous, dans notre laboratoire, on a beaucoup travaillé sur ces dimensions de déficit cognitif, de déficit en théorie de l'esprit dans la schizophrénie, mais finalement, ce sont des déficits qui ne sont pas du tout réservés non plus à la schizophrénie, parce qu'on retrouve ça à un moindre degré, c'est ce que vous disiez, moindre intensité dans les troubles bipolaires, mais aussi il y a pas mal de méta-analyses qui montrent que ça peut être présent dans la dépression, la Major Depressive Disorder, que ça peut être aussi présent chez les états limites, par exemple, peut-être dans certaines conditions, notamment dans des situations de rejet social où les borderline vont avoir un défaut de théorie de l'esprit qui peut apparaître à ce moment-là. Pour le ADHD, ça je peux pas trop vous dire, par exemple, sur la cognition sociale, mais effectivement, on a l'impression qu'il n'y a aucune fonction cognitive dont le domaine est réservé à une pathologie psychiatrique, quoi. Ça tient pas la route, a priori. Et donc ça laisse quand même peut-être entendre que les particularités cognitives, même si elles vont être impactées par l'histoire de la maladie, elles vont être bien sûr impactées par les épisodes aigus dans les troubles bipolaires, bien évidemment. Elles vont être aussi impactées par les épisodes aigus dans la schizophrénie. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose quand même, des caractéristiques cognitives qui précèdent quand même l'apparition de la maladie. Et donc plutôt dans une hypothèse neurodéveloppementale des performances cognitives, peut-être plus que dans une hypothèse neurotoxique, je dirais, des épisodes qui s'accumuleraient, quelque chose comme ça. Très bien. D'accord, excellent. Bon, alors, je pose une question. C'est possible qu'on a peut-être les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux, difficile à dire en français. Et voilà, c'est possible que vous avez des sous-groupes qui sont différemment affectés par les choses génétiques et les choses environnementales. Vous pensez que c'est possible ou pas? Oui, alors merci pour la question. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait des, pour être bien sûr de bien comprendre, qu'il y aurait des pathologies psychiatriques qui auraient un loading génétique plus important que d'autres, c'est ça en fait? Oui, a priori, je pense que effectivement, certains groupes de pathologies, comme peut-être l'autisme ou la schizophrénie, ont un loading génétique beaucoup plus important que d'autres. Maintenant, en quoi ça peut aider à génotyper le QI, ça je ne sais pas trop, je ne connais pas très bien la littérature sur la génétique et les liens entre génétique et fonctionnement cognitif. En fait. Peut-être que vous avez des choses à dire plus que moi. Non, mais c'est par rapport à vos sous-groupes, il existe des données ou c'est trop tôt dans l'histoire de... Je comprends, c'est par rapport au cluster, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Ok, j'avais pas compris.
Non, à ma connaissance, il n'y a pas de... donc l'idée, c'est quand même effectivement de faire un phénotypage plus précis de l'hétérogénéité symptomatique des troubles, et notamment des troubles bipolaires. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas de lien qui est fait avec la génétique. Il y a peut-être des liens qui sont faits un peu plus avec l'imagerie cérébrale, mais à ma connaissance, non, pas de lien avec la génétique. Je crois que c'est encore trop tôt, en fait. Parce que je suis très intéressé par les développements génétiques. Et ici, vous avez une GWAS meta-analysis. C'est une association avec les deux approches très tendances de faire des grandes analyses, des meta-analyses, et aussi d'identifier les gènes par le GWAS Studies. Et ça, c'est un exemple. On a beaucoup d'auteurs, mais on a encore beaucoup de patients, hein, parce que c'est très important que les échantillons soient énormes pour avoir les résultats significatifs. Et ici, c'est un exemple pour intelligence. Dans le passé, c'était, et c'est vrai aussi dans les humanités, nos amis dans l'université aiment bien l'idée d'une blank slate. Il n'existe pas une base génétique par rapport à l'intelligence. Mais en fait, il existe. C'est là. C'est très important de comprendre. Et ça nous offre la possibilité d'interroger les données de Paul, par exemple, avec les scores de génotype pour cette particularité. Et Robert Plomin a proposé que c'est l'avenir de cet champ, c'est de comprendre le genetics of intelligence. Et voilà la raison pour ça. Vous voyez ici, c'est un score qui correspond au le baccalauréat en Angleterre. C'est un examen qu'on prend à l'âge de 15 ans. Et ça, c'est le score, et ça, c'est le polygenic score, le moyenne polygenic score qui correspond à un certain résultat dans les examens. Et c'est impressionnant que c'est possible, en principe, de dire que si on a un certain score polygène ici, on a un certain score quand on prend le bac. Intéressant. En fait, c'est très impressionnant parce que c'est la différence entre une distribution exprimée par une standard error. Parce que le standard error est beaucoup diminué par le N, parce que c'est statistique. Hein. Le problème, c'est que ça, c'est les données, en fait. Et ça veut dire que le central tendency, c'est évident, mais les individus c'est difficile à prédire quelque chose d'un score individu parce que, par exemple, si on prend quelqu'un avec une polygene score très impressionnante, c'est possible qu'il atteigne un score de très pauvre dans le GCSE, mais aussi qu'il est il a un très grand score dans le même examen. C'est une question de transférer ces données à l'individu. Et ça, je demande si c'est possible, vous imaginez, de prendre un polygene score pour tous vos participants pour estimer l'association entre le polygene score pour intelligence ou les autres fonctions cognitives pour exprimer comment il existe les trois sous-groupes. Je me faisais la réflexion que déjà il y a une grande aussi quand même hétérogénéité, même dans ces clusters qu'on obtient. Finalement, si on regarde les distributions, enfin les scores individuels, on va avoir quand même une hétérogénéité importante et l'algorithme statistique qui permet d'attribuer un individu à un cluster ou à un autre peut, pour certains individus, le faire un petit peu au hasard, quoi. C'est-à-dire que plus on est loin du centre, quoi, de la performance, et plus cette attribution va se faire au hasard. Donc j'aurais tendance à dire que déjà dans la cognition même, il y a de la variabilité et de l'incertitude. Donc
voilà. Maintenant, rajouter avec de la génétique, je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment répondre à la question. Il y a des génétiques ici qui veulent répondre. Pensez-vous que les polygene scores seront très valables pour nous? Oui, oui, je pense que c'est important, mais c'est ce que permet de montrer le polygenic score sur les autres parties du génome qui est plus important. Il y a un papier sur lithium qui a été publié dans l'American Journal l'année dernière, qui a montré une relation inverse dans la réponse au traitement entre le polygenic score et des gènes dont le plus fort était au niveau du CMH, au niveau du chromosome 6, là où vous avez montré qu'il y avait des relations. Ça, c'est la première remarque. La deuxième peut-être petit complément, c'est qu'il y a des corrélations spécifiques entre les allèles HLA et le IQ dans l'autisme. Nous, on a actuellement, en plus des données qui existent, on a un papier actuellement qui est sous presse, où on a fait des corrélations entre un marqueur des cellules NK qui interagit avec le HLA et le IQ. Donc il y a un déterminisme génétique de l'intelligence. Le problème, c'est que ces JWOS permettent d'identifier les zones. Ensuite, il faut aller de manière beaucoup plus précise sur la déclinaison des variantes qui sont associées. Oui. Et aussi ça, c'est très non spécifique, on peut dire, parce que vous avez mesuré quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et c'est possible que si on a... Oui, exactement. Oui. Bon. Les challenges pour le traitement, je pense que, selon moi, c'est possible qu'on a des impairements cognitifs qui sont secondaires. Parce que si on prend les patients qui ont une dépression aiguë, c'est facile à démontrer qu'il existe une relation entre le score sur le Madras ou le Hamilton Depression Rating Scale et, par exemple, le score sur le CVLT, California Verbal Learning Test. Et nous avons observé ça depuis longtemps. Et ça veut dire qu'il faut mesurer, comme vous avez fait, pendant un épisode, une era de stabilité où les scores de dépression sont en bas. Deuxièmement, c'est possible, comme vous avez déjà dit, que les impairements sont une conséquence des choses neurodéveloppementaux. Et ça, c'est difficile à imaginer à ce moment comment changer, mais il y a beaucoup d'intérêt dans les exemples des maladies qui ont une cause spécifique chez le génome, de trouver les traitements spécifiques pour eux. Et c'est possible, par exemple, qu'il existe des médicaments ou des nutriments qui est modulé pour changer le cours de neurodéveloppement. C'est possible, je pense. Mais c'est très spécifique pour le gène cognitif. Finalement, c'est possible que c'est une partie de corps de maladie. Et vous avez démontré qu'il existe dans le sous-groupe intermédiaire, qu'il existe eux qui ont des mémoires qui est assez préservée et les autres qui est diminuée. Comment vous expliquez ça? Okay. Effectivement, une des hypothèses qui pourrait coller avec l'aspect de neuroprogression, c'est que effectivement, le fait d'être par exemple dans un sous-groupe ou intermédiaire, mais avec déjà une mémoire verbale altérée, soit une prédisposition à aller dans le sous-groupe avec une altération complète dans un second temps. Donc ça, effectivement, c'était des choses qu'on a pu peut-être penser que c'était des phénotypes intermédiaires sur une neuroprogression. Et on est en train de le tester là sur les données longitudinales, effectivement en faisant des latent transition analysis entre les différents états,
pour voir s'il y a plus de probabilité de passer de cet état intermédiaire avec faible mémoire verbale à l'état intermédiaire, l'état avec le cluster de déficit global. Et pareil, est-ce qu'il y a une transition entre la haute mémoire verbale et puis, dans un second temps, un cluster avec bon fonctionnement. Donc ça, ça demande quand même pas mal de données, hein, donc on est en train de regarder ça. Je pourrais pas vous dire, mais c'est une hypothèse en tout cas intéressante dans le sens de la neuroprogression, quoi, éventuellement. Et aussi, c'est intéressant parce que quand on pense de mémoire verbale, on pense aussi à, on peut dire, de mémoire épisodique, et ça veut dire toujours, on pense de hippocampe. Et c'est l'hippocampe qui est où on trouve beaucoup de récepteurs pour le glucocorticoïde. Et c'est une hypothèse très vieille en psychiatrie que le stress, l'élévation de corticoïdes, c'est une cause des problèmes. Et vous pensez que c'est possible que ça, et comment on démontrer ça dans votre donnée, pensez-vous? Alors, c'est une hypothèse effectivement extrêmement intéressante parce qu'elle est reliée à la biologie du stress. Comment montrer ça dans nos données? Je ne sais pas, peut-être en faisant de l'imagerie cérébrale, j'en sais rien. Je n'ai pas vraiment de connaissances sur les données d'imagerie cérébrale pour des sous-groupes cognitifs dans les troubles bipolaires. Mais peut-être que quelqu'un dans CTQ. D'accord. Donc, en termes de regarder dans l'histoire des patients, s'il y a un impact effectivement des traumatismes sur le profil cognitif. Le problème, c'est qu'on prend un instant T, c'est pas forcément... Enfin, voilà, le CTQ en rétrospectif, comme c'est une mesure unique à un moment donné et que on voit mal comment ça peut se combiner à l'aspect longitudinal. C'est démontré en fait dans votre donnée parce que j'ai pas vu l'histoire de abus et neglect. Abuse and neglect en anglais. Je ne sais pas s'il y a Bruno. Bruno, est-ce que tu as regardé la cognition et le CTQ? Non. Pas encore. D'accord. C'est prévu. Ok. Aussi, c'est possible, je pense que les impairements sont une espèce de comorbidité. Par exemple, on voit, parce que vos patients à l'âge de 40 ans, tout près, oui. Ça, ouais. Et ça veut dire qu'il y a une partie qui est déjà après l'âge de 40 ans. Il a le risque de problèmes cardiovasculaires, tout ça. Et c'est possible qu'on a une contribution de cette cause à les effets qu'on voit dans les troubles bipolaires. C'est possible dans votre donnée d'explorer si les problèmes physiques, l'hypotension, comment on dit ça en français? Hypotension, et les problèmes cardiovasculaires, ça contribue un peu? Oui, c'est tout à fait possible. Là, pour le coup, parce qu'on a c'est Ophélia, donc on a là une mesure longitudinale du syndrome métabolique, voilà, tout un tas de données biologiques et physiques intéressantes qu'on peut exploiter dans ce sens-là. Mais ça n'a pas été fait encore, mais un jour ça le sera. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça ou... Il y a un chercheur qui travaille beaucoup, qui se cache, mais qui travaille beaucoup sur le syndrome métabolique, mais qui n'a pas encore regardé l'impact sur la cognition, à ma connaissance. Ouais. D'accord. C'est Marion qui voulait... D'accord. C'est prévu. Prévu. Ah. Ouais. Tout est prévu ici. Formidable. Très bien. Bon. Et aussi, il faut dire que c'est intéressant que les états déprimés sont souvent un prélude pour les conditions démontées. Oui, tout à fait. Et pour ça, il faut dire que, par exemple, je pense que j'ai lu qu'il existe des données qui disent que
le fait de... Il y a une diminution, réduction, comment ça? Réduction d'incidence de Alzheimer's disease chez nous, qui a commencé peut-être 20 ans après l'institution de traitements pour l'hypertension et pour contre les lipides, les hyperlipidémies. Et ça, c'est peut-être une espèce d'intervention épidémiologique qui est bon pour nous, je pense, parce que c'est dans votre donnée, l'exposure de, par exemple, les statines ou les traitements hypertensifs. On a des traitements somatiques qui sont plus ou moins bien renseignés dans l'histoire, dans les dossiers des patients, donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment exploitable. Plus récemment. Pardon ? Plus récemment, oui. Voilà, il y a une amélioration en qualité sur les données qui sont recueillies, mais ça serait une hypothèse très intéressante à tester, effectivement. Peut-être vous avez le pouvoir, parce que, par exemple, il y avait une publication dans le Lancet Psychiatry il y a 3-4 semaines où ils ont montré que c'était le database de Suède, on a toute la population, quoi. Et ils ont démontré que les drogues pour les conditions cardiovasculaires a diminué les admissions pour les problèmes psychiatriques, sans un effet sur les admissions pour les problèmes physiques. Extraordinaire, extraordinaire. Mais très important parce que ça me dit que nos maladies sont les vraies maladies. Ce n'est pas une question d'un état mental, c'est une question d'un état de tout le corps. Ouais. Mais intéressant. Bon. Cognitive enhancers, comme on dit en américain. Qu'est-ce que c'est la position, selon vous, par exemple, de l'agonisme cholinergique chez les bipolaires? C'est une approche qui est prise en France? Non, et puis j'ai pas lu beaucoup de choses sur ça, moi, de mon côté. J'ai lu pas mal de trucs sur l'EPO, par exemple, l'érythropoïétine, sur la vortioxétine aussi, mais non, sur les agonistes cholinergiques, ça, j'ai pas lu grand-chose, moi. Je sais pas si vous avez des données intéressantes de ce côté-là, mais déjà, on a arrêté de le prescrire dans la maladie d'Alzheimer en estimant que ça apportait rien et qu'il y avait plus d'effets secondaires que d'effets positifs. Et vous avez le droit de prescrire pour les bipolaires? Ah bah non, non. Enfin, c'est hors AMM. Hein. Enfin, après, le droit, on peut le prendre, hein, c'est pas le problème, mais ça se fait pas du tout. Enfin, moi, je connais personne qui prescrit ça dans les troubles bipolaires. Hein. Il y a des autres qui a fait ça, non? Parce que c'est jamais. Je ne sais qu'il existe des exemples, même aux États-Unis, où ils sont toujours très exotiques par rapport à la psychopharmacologie, mais je pense que pas. Mais vortioxétine, c'est disponible en France, oui? Oui. Et c'est utilisé pour les bipolaires ou non? On évite en général. Qu'est-ce que c'est comment dire, maintenant, qu'est-ce que c'est l'attitude vers les antidépresseurs chez les bipolaires en France? C'est positif ou c'est très négatif? Non, c'est négatif, c'est-à-dire qu'il y a une prévalence très importante de patients qu'on reçoit au centre expert bipolaire qui sont sous antidépresseurs, alors que soit c'est pas justifié, soit carrément pour des gens qui sont, on voit plein des gens même hypomanes sous antidépresseurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est le pourcentage qui prend les antidépresseurs chez vous? Comment 30? 30, oui. Oui. C'est pareil chez nous, je pense. C'est intéressant parce que c'est défendu dans les guidelines, mais... En pratique, ça se fait. Et puis, pour le coup, ça fait partie des recommandations, je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres médecins, mais qui ont du mal à être implémentées par les prescripteurs qui nous adressent les patients. Alors,
on a différentes formules en termes de contre-indication d'antidépresseurs. Quand c'est la première fois, moi je mets une gentille formule, et puis quand c'est la deuxième fois, je deviens un peu plus incisif, et puis voilà, mais des fois il faut le dire 4-5 fois, et puis des fois ça marche pas du tout, quoi. C'est-à-dire que les patients restent sous antidépresseurs malgré les recommandations. Donc il y a quelque chose de la vie réelle là, qui semble être incompatible avec la théorie, je ne sais pas pourquoi. Mais... Oui. Je pense que de temps en temps, c'est important d'essayer parce que si on a un patient très déprimé, ce n'est pas bonne pratique de laisser faire. Hein. C'est important de faire quelque chose. Bon, finalement, c'est question cognitive remediation. C'est très à la mode chez les schizophrènes. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux bipolaires? Parce que vous avez fait le cas très bien pour essayer quelque chose. Hein. Ben oui, non, on manque de données de preuves sur l'efficacité de la remédiation cognitive dans les troubles bipolaires. Hein. Comme je vous ai dit, il y a un essai qui donne un résultat positif qui améliore les performances cognitives en période d'euthymie, hein, je parle. Et un autre essai un peu plus ancien qui remonte à 5 ans qui montre l'absence de résultat. Donc pour l'instant, voilà, il y a un essai qui a montré un résultat et un autre qui n'a pas montré un résultat. Mais c'est effectivement une piste très intéressante et très importante. Bien qu'il faut garder en tête qu'elle s'adresse à une minorité des patients qui ont un trouble bipolaire quand même, hein, à 20%, on va dire comme ça à la louche, 20% des patients, en sachant que dans ces 20%, il y a probablement des choses beaucoup plus simples à faire en amont en termes de revoir le traitement médicamenteux, de les mettre en essayer, parce que c'est pas facile hein, de traiter des dépressions résiduelles dans les troubles bipolaires, mais en tout cas essayer de focaliser un petit peu sur les signes dépressifs résiduels. Donc il y a des choses à faire, donc moi je pense que c'est une très bonne cible, une très bonne voie. Alors nous ce qu'on a beaucoup développé dans les centres experts bipolaires, c'est la remédiation fonctionnelle, hein, qui ne vise pas forcément directement à améliorer la performance cognitive en elle-même, mais plutôt à améliorer le fonctionnement en lien avec des difficultés cognitives, en développant des stratégies, des choses comme ça, mais pas forcément avec... en développant ce qu'on appelle un drill and practice, par exemple, voilà, c'est plus de développement de stratégies, pas forcément des choses informatisées, individuelles, comme on peut voir la remédiation cognitive classique. Quoi. C'est basé sur la méthode barcelonienne ou... Exactement, ouais. C'est ça, ouais, c'est de Vieta. Ouais. Parce que ce que je trouvais intéressant, c'était que le changement, c'était sur les échelles de fonctionnement. C'était pas... Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que ça me semblait important, dans la dernière étude qu'on a fait, de distinguer l'amélioration cognitive de l'amélioration fonctionnelle, parce qu'elles peuvent être dissociées, et il y a des traitements spécifiques, en fait, pour l'un et pour l'autre. Et donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui précède l'autre, parce que voilà, on pourra commencer plus par une remédiation cognitive quand il y a un déficit, et donc on en attendra un impact fonctionnel, alors que la réciproque n'est pas forcément vraie. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Et vous intéressez aux les données qui concernent par exemple, on voit dans les aéroports les vieils hommes qui font les choses sur les ordinateurs. Et il espère que ça les protecte vers le Alzheimer. Qu'est-ce qu'on pense de cette approche? Parce que c'est peut-être... Il y a eu un peu des scandales, hein, je crois, aux États-Unis, où effectivement, certaines entreprises faisaient un peu de la publicité mensongère, quoi, sur l'efficacité de la prévention de la démence par la remédiation cognitive. Je pense qu'on en est un petit peu revenu, en tout cas pour la maladie d'Alzheimer. Pour les troubles bipolaires, non, c'est sous-développé pour les troubles bipolaires et ça demande à être plus développé. Ça, je pense que c'est assez clair. C'est une idée parce que c'est une population un peu plus spécifique. Ouais. Et avec des déficits un peu plus spécifiques aussi probablement. Exactement. Un focus sur la mémoire verbale spécifique aussi. Oui, exactement. Avec les contrôles, par exemple, qui manquent par les problèmes dans ce domaine. C'est possible de faire une bonne étude, je pense. Bon. Madame. Je crois qu'on va commencer avant de vous passer la parole par applaudir et féliciter nos deux orateurs.